Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Dans cette vidéo, en plusieurs parties, on vous propose un cocktail d'anecdotes incroyables que des superstars ont racontées au fil des années. Et vous allez vraiment halluciner. Vous allez découvrir comment Edge a fait la seule intoxication alimentaire de sa vie le jour où, comme par hasard, il est allé chez les parents de John Cena. Ce que Vince McMahon a dit à son bras droit après avoir découvert les images originales de la vignette avec Edge et le père de Cena. Mais aussi comment Chris Jericho a vécu la première chute de sa vie sur des punaises quand il a affronté Dean Ambrose. Et comment une plante qu'ils ont volée ensemble est devenue le centre de l'attention dans un de leurs segments. Vous apprendrez comment CM Punk a réagi quand The Rock l'avait appelé pendant l'enregistrement d'un Monday Night Raw en 2014. Et à quel point leurs méthodes étaient complètement opposées au moment où ils ont travaillé ensemble en 2013. Qui est l'adversaire que Kurt Angle a toujours rêvé d'affronter sans jamais avoir pu le faire? Et même, pourquoi l'Undertaker a été la seule personne à qui Shawn Michaels voulait parler le lendemain du Montreal Screwjob. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le cocktail de folles anecdotes racontées par les superstars, siroté. J'avais cette idée que quelqu'un pourrait détruire ma veste qui s'allume. Comme ça, j'aurais plus jamais besoin de la remettre. Je voyais souvent des personnes dans le public qui avaient la même veste que moi. Et je me demandais où est-ce qu'elles les avaient eues. J'ai fini par découvrir que c'était possible de les trouver sur le site celebrityjackets.com ou quelque chose comme ça, pour 500 $. Alors, je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen pour la faire détruire. J'en ai donc acheté une sur ce site, et je me disais qu'à un moment ou à un autre, je trouverais un moyen pour m'en débarrasser. J'avais une rivalité avec Dean Ambrose à la WWE, et on avait plein de bonnes idées. Mais tout avait commencé par un segment du Highlight Reel, mon talk show, à Tampa en Floride. À l'origine, ce segment avait tout un décor, avec notamment le Geritron 5000 qui était suspendu du plafond. C'était super cool. Mais au fil des années, les éléments de décor ont commencé à disparaître. On m'a enlevé le tapis qu'ils ont jeté. Le tableau de Salvador Dali qu'il pouvait y avoir a été cassé. Le Geritron 5000, j'ai balancé Shawn Michaels dessus, alors il a été détruit. Au final, je faisais mon highlight reel sans rien. Il y avait juste une chaise. Alors, avec Dean Ambrose, avant de faire notre highlight reel, il me disait « On devrait mettre une plante dans un pot, ou un truc comme ça. » Je lui dis que c'était une bonne idée. Alors, on était à Tampa, dans le bâtiment de l'arène, et on savait pas où trouver une plante. Il y avait plein de bureaux dans cette arène, où ils géraient tout ce qui est financier. On tentait d'ouvrir une porte après l'autre, et on a fini par en trouver une qui était ouverte. On va à l'intérieur, et là, bingo, il y avait une plante. Alors on l'a volée. Si vous vous dites qu'on a plein de plantes en coulisses, c'est pas vrai. Je m'excuse auprès de cette arène à Tampa s'il vous manque une plante. C'est ma faute. On met cette plante dans le ring, et mon idée c'était qu'à un moment, je me servirais de cette plante avec son pot comme une arme. J'avais quelques highlight reels les mois suivants, et je gardais la plante dans le segment à chaque fois. Et enfin, l'idée, c'était que j'aurais ce segment avec Ambrose, et que je le frapperais avec cette plante. J'ai parlé de cette idée à Vince McMahon. Il me disait que c'était stupide, et il me demandait où est-ce que j'allais bien pouvoir trouver une plante. Je lui ai dit qu'il y avait une plante dans mon highlight reel depuis longtemps. Il me dit, depuis combien de temps? Je lui dis, mais depuis 6 mois. Alors, on a fait cet angle, je frappe Ambrose avec cette plante, il rate le SmackDown suivant, il avait des blessures, mais tout ce dont les fans parlaient, c'était cette plante en pot qui avait été cassée. Et il y a un génie sur le site de la WWE qui a donné un nom à la plante et qui l'a appelée Mitch. Je disais qu'il fallait arrêter, que c'était censé être une agression avec une arme dangereuse, que si tu frappes quelqu'un dans la tête avec une plante en pot, ça fait mal. Mais tout ce qui les intéressait, c'était de dire Mitch, la plante en pot, paix à son âme. J'étais excédé. Après ça, pour se venger, l'idée c'était que Ambrose détruise ma veste. Alors, les lumières s'étaient éteintes, je suis arrivé avec cette veste qui s'éclaire, que j'avais achetée, et d'un coup, on voit la veste tomber, aller dans le ring. Et quand la lumière s'allume, on voit que c'est Dean Ambrose qui m'avait volé la veste et qui me frappait. L'idée originale de Vince McMahon, c'est qu'au moment où Ambrose m'avait volé la veste, il devait faire la roue sur la rampe jusqu'au ring. Il disait que ça rendrait bien visuellement.
Ambrose lui a dit « Je sais pas faire la roue ». Alors, il lui a dit de juste faire des grands gestes avec les bras, ce qu'il a fait. Et dans le ring, il s'est mis à détruire la veste. Il l'a frappée avec un marteau, il la détruisait complètement, mais elle s'allumait encore. Au final, il a fini par la détruire et j'ai pu en être débarrassé. Ce qui a mené à notre match à Extreme Rules, qui était le premier Ambrose Asylum de l'histoire. C'était une idée qu'on avait eue où ce serait comme une sorte de match en cage, avec des armes au sommet de la cage, comme une batte de baseball dans du barbelé, ou un fouet, ou une serpillière. On voulait aussi utiliser une tronçonneuse pour couper la corde du ring, mais ça, on n'a pas eu l'autorisation. Le reste, oui. Ambrose voulait demander à Vince McMahon si on pouvait utiliser des punaises. Je lui ai dit, bonne chance, qu'il n'y aurait aucune chance qu'il autorise ça. Mais que s'il acceptait, tant mieux pour lui, qu'il pourrait se prendre un bump sur les punaises, que moi je m'en fichais. Au départ, Vince refusait catégoriquement les punaises, mais Ambrose a insisté plusieurs fois. Et une semaine avant le show, je reçois un texto de Ambrose qui me dit « Vince nous autorise à utiliser les punaises ». Je lui ai dit que c'était super, qu'il allait prendre son bump dans les punaises, que c'était cool. Parce qu'à l'origine, le finish, c'était moi qui étais censé gagner. Mais Vince a changé d'avis et a décidé que j'allais perdre. Alors à ce moment-là, j'ai compris que si j'allais perdre, c'était moi qui allais devoir prendre le bump sur les punaises. Parce que si tu te prends un bump sur les punaises, ça doit être la fin du match. Personne sait vraiment comment ça fait de prendre une souplex ou un body slam. Sauf peut-être quelques-uns d'entre vous. Mais par rapport aux punaises, tout le monde sait comment ça fait de se prendre une aiguille ou une écharpe dans la peau. Donc vous pouvez imaginer que ça fait mal. Et si tu te prends ces punaises, mais que ça mène pas directement au finish, c'est juste du gâchis. Alors je me disais que j'allais forcément me prendre ces punaises. Puis je me disais que ça pourrait être cool, que ce serait hardcore, que je l'avais encore jamais fait. Alors j'appelle Bubba Ray Dudley, l'ancien de l'ECW, et je lui demande s'il s'est déjà pris un bump sur des punaises. Il me dit que oui. Je lui demande comment ça fait. Il me dit que c'est horrible. J'appelle Tommy Dreamer, il me dit pareil. J'appelle Mick Foley, je lui demande comment ça fait de prendre un bump sur des punaises. Il me dit « C'est trop bien, man !» On a le match avec Ambrose, on fait tout ce qui est prévu, et il renverse des centaines de punaises au milieu du ring. Je pars pour faire un code breaker. Il m'attrape, et ça y est, c'était le moment. C'est comme si le temps s'était arrêté. Je me dis que ça y est, c'est parti. Une fois que j'ai atterri sur les punaises, oh bon sang. C'est comme dans Titanic, quand Leonardo DiCaprio parle de quand il a sauté dans l'eau froide de l'océan, et qu'il disait que c'était comme avoir 1000 couteaux qui te poignardent dans le dos. Et il avait raison. C'était exactement comme ça que je me sentais. Comme plein de petits couteaux qui me poignardaient partout sur le corps. Et le pire, c'est qu'après ça, c'est dur de se relever, parce qu'à chaque fois que tu prends des appuis, tu te fais poignarder par encore plus de punaises. J'étais dans le ring, comme une tortue renversée. Il va pour me faire un DDT sur les punaises, et j'ai cette vision qui va me mettre le visage dans les punaises, que ça va transpercer mon œil et que ça va exploser. Finalement non, mais j'en ai pris sur les mains. Quand il m'a fait le pin, j'en avais vraiment partout. Mais quitte à avoir des punaises partout, je me suis dit que j'allais en tirer le meilleur. Alors en retournant en coulisses, j'ai dit au gars de me filmer, de prendre un seau et de compter combien de punaises j'ai dans mon corps. Alors, ils l'ont fait une par une, et j'en avais 68. Après ça, je vais dans les vestiaires, je m'assois, et là, je sens quelque chose qui me poignarde les fesses. Je regarde, et il restait encore une punaise sur mes fesses. Je l'ai enlevée, et au final, ça faisait 69 punaises. Ce chiffre amuse tout le monde, mais croyez-moi, c'était bien réel. Quand The Rock a tenté de m'appeler pendant un Monday Night Raw en 2014, quand j'étais parti, j'étais dans l'ascenseur pour aller promener mon chien, Larry. Je vous assure que c'est la vérité. J'avais pas de réseau dans l'ascenseur. J'avais pas de message sur mon téléphone. C'était un ascenseur assez lent. Et le temps de descendre les 6 étages, en sortant de l'ascenseur, je vois que j'ai 87 messages sur mon téléphone. Je comprenais pas. Je croyais que quelqu'un était mort. Je comprenais pas ce que c'était. Tous ces numéros inconnus. Tous les messages disaient « Réponds! Pourquoi tu réponds pas ?» Je suis dehors. Je dois faire attention à ce que mon chien morde personne. J'essaye de comprendre ce qui se passe.
À ce moment-là, il y a encore un numéro qui m'appelle, je réponds, mais ça marche pas. C'est seulement à la fin de ma promenade que j'ai pu voir que c'était The Rock qui m'appelait en direct du Staples Center à Los Angeles. Je me dis, ok, c'est bizarre. Je commence à textoter The Rock, je lui ai expliqué que j'étais dans un ascenseur, puis que j'étais dehors, et que ça marchait pas. Mais c'est ça qui fait que The Rock est génial et intelligent. Et personne d'autre dans sa situation était capable de le faire. Il a vu que le public allait pas arrêter de chanter CM Punk. Donc il a suivi le mouvement. C'était génial. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il a créé un super moment. Tous les fans dans le Staples Center étaient contents. C'était cool. Ça montre à quel point The Rock est intelligent. Je recevais des messages de personnes qui étaient en coulisses de ce Raw et qui me disaient que c'était la folie, qu'il y avait quelques casques audio qui avaient été cassés, qu'il y avait des objets qui volaient partout. Les jours suivants, on s'est envoyé des messages avec The Rock. Je lui ai dit que quand il était revenu à la WWE et quand on avait eu notre rivalité, j'avais peut-être été vilain avec lui. Mais je lui disais que c'était juste politique, que j'avais aucune rancœur envers lui. Il me disait « Oh mon Dieu, je suis revenu là-bas, c'était complètement de l'inconnu pour moi, je me sentais bizarre. » On a pu avoir une discussion super grâce à ce qu'il avait fait à Raw. C'était que du positif au final. Quand j'ai affronté The Rock, je crois pas que je l'avais déjà rencontré. Il y avait une scène à Tampa, en Floride. La veille d'un show, on m'avait demandé d'aller dans sa chambre d'hôtel. C'était une grande suite dans un hôtel de Tampa. J'arrive là-bas et il y a The Rock, le scénariste Brian Gewirtz et 2 autres personnes. Je me suis tout de suite dit, oula, ils sont en surnombre là, ça va pas le faire. Je me rappelle que quelqu'un que je connaissais pas, qui faisait partie de son équipe, vient me voir et me donne ma promo. Et là, je me suis dit, oulala! On a commencé à parler, et ça ressemblait vraiment à une réunion comme à Hollywood. Comme quand ils font des lectures de scénario. C'est comme ça que The Rock fonctionne. Mais moi, je disais comment moi je fonctionne. Ils avaient écrit plein de choses pour cette première promo entre The Rock et moi. C'était pas vraiment négatif. Mais la discussion, c'était souvent moi qui disais « Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. » Lui qui disait « Ah ok, cool. Mais voilà comment moi je fonctionne. » J'essayais de trouver quelque chose qui nous convienne à tous les deux. Je lui disais que s'il disait telle et telle chose sur moi, que moi, je dirais ceci ou cela. Il était étonné. Je disais que je voulais pas manquer de respect, mais que je savais pas pourquoi il y avait ces personnes qui voulaient écrire ce que j'allais dire, alors que moi, je pensais qu'on devait plutôt aller dans telle direction. On a mis tout ça de côté. On a eu une discussion seul à seul, alors qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce, ce qui était assez malaisant. Je pense qu'il respectait le fait que je me soumettais pas. C'est pas que je refusais de faire certaines choses, mais plutôt que je voulais parfois faire les choses autrement. Il était super. C'était sympa de travailler avec lui. Ça m'a plu. Alors quand on s'est textoté en 2014, je lui ai dit « Hé, je sais qu'on s'était un peu pris la tête ce jour-là, quand on a eu cette réunion. J'espère que tu l'as pas mal pris. » Il me disait « T'inquiète, c'est du passé. » Un jour, on va à West Newbury, dans le Massachusetts, et on va dans la maison où John Cena a grandi. On fait ce segment avec le père de John. Le père de John me parle, un petit peu comme un ancien, en me disant « Attention à ce que tu fais à mon fils, Edge, parce que c'est un dur à cuire. » Il était vraiment comme dans un film des années 50. Et je me dis « Oh non, qu'est-ce que c'est nul. » Je me dis qu'on se débrouillerait. Donc je lui mets une gifle, bien fort en plus. On va dans une pizzeria après ça, à West Newbury, et j'ai eu une intoxication alimentaire. La seule fois de ma vie que ça m'est arrivé, c'est dans la ville de John Cena. Je suis presque sûr qu'on m'a empoisonné. Après, je suis monté dans le jet de Vince McMahon, parce que je devais aller à un show non télévisé en Pennsylvanie pour affronter Cena. Tout le long de notre match, je me disais « Oh mon Dieu, je vais me faire caca dessus. » Je transpirais à gogo, mais j'ai quand même réussi à faire un match de 25 minutes. Je sors du ring, là je suis complètement fracassé et je vomis sur le tablier du ring. Je regarde et je vois Lita qui me regarde en rigolant. Le lendemain, c'était Monday Night Raw et Vince McMahon voit ce qu'on avait tourné avec le père de Cena. Il dit que c'est la pire chose qu'il a vue de toute sa vie. C'était horrible.
Il dit à Bruce Pritchard, un des officiels, « Bruce, c'est toi qui as produit ça? Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang ?» Alors il me dit, « Tu vas devoir improviser en direct et parler par-dessus toute cette vidéo pendant le show. » Et si vous revoyez ce segment, j'improvise en direct pendant toute cette vidéo. On peut un peu entendre le son de la vidéo originale, mais je parlais par-dessus. C'est comme ça que j'ai improvisé la phrase « Down goes Cena ». Cena s'effondre. J'essayais de trouver n'importe quoi. Et pourtant, encore aujourd'hui, on m'en parle. Donc d'une manière ou d'une autre, ça avait finalement fonctionné. J'ai toujours rêvé d'avoir un match contre Bret Hart. J'ai même appelé Bret en 2002. C'était après qu'il ait fait son AVC. Je l'appelle en lui disant « Hey Bret, tu veux qu'on ait un match à WrestleMania? Allez, vas-y !» Il me dit « Kurt, au cas où tu savais pas, je viens de faire un AVC. » Plus sérieusement, peut-être un an plus tard, j'appelle Bret Hart et je lui dis que j'aimerais beaucoup l'affronter à WrestleMania. Il me dit « Kurt, va en enfer !» Non, je rigole. Il me dit qu'il peut pas le faire. Je lui demande pourquoi. Il me dit qu'il aimerait vraiment, mais que c'est pas possible. Et maintenant je comprends. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis trop vieux et trop fracassé pour catcher. Et si quelqu'un me demande de revenir à WrestleMania, bien sûr que je le fais. Non, je rigolais. Non, sérieusement, je comprends. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir le match de Bret Hart qu'il rêverait d'avoir. Il sait qu'il ne peut pas être le Bret Hart qu'il veut être dans le ring à cause de la commotion qu'il a eue à cause de Goldberg, puis de l'AVC. Bret Hart, c'est le meilleur catcheur de tous les temps. Le meilleur performeur dans le ring que j'ai vu de toute ma vie. Le seul autre catcheur que je mettrais au même niveau, c'est Chris Benoit. J'ai regardé plein de cassettes de Bret Hart et j'étais vraiment fanatique de ce type. Je pense qu'il est le meilleur catcheur que j'ai jamais vu. Le lendemain du Montreal Screwjob en 1997, j'étais inquiet à l'idée d'aller à Monday Night Raw. Je savais pas comment ça allait être, quelle ambiance y aurait. Mais ce que tout le monde pouvait penser, je m'en fichais. Tout ce que j'ai demandé en arrivant ce jour-là, c'est où est l'Undertaker? On m'a dit qu'il était avec Vince McMahon. J'ai dit d'accord. Il faut comprendre que Taker et moi, on était dans la compagnie depuis des années. On avait déjà vécu plein de choses. On était deux gars très différents niveau personnalité. Mais même à cette époque, en 1997, on savait qu'on était essentiellement les deux piliers autour de qui tout était construit. Donc je voulais juste savoir ce que lui pensait de toute cette histoire. S'il y avait bien une personne avec qui tu allais t'asseoir et avoir une conversation, ce serait l'Undertaker. Pour qu'on puisse aller de l'avant et que tout puisse continuer, il fallait que lui et moi, on soit sur la même longueur d'onde. Et Vince McMahon en était conscient aussi. C'est pour ça que Taker était la première personne à qui il a parlé le lendemain du Montreal Screwjob. À ce jour, je sais toujours pas ce qu'ils se sont dit, mais je me rappelle qu'en sortant de sa discussion avec Vince, on s'est vu et il m'a juste dit « On est cool ». Et il est parti. En toute honnêteté, c'était pas agréable tout ça. Pour que Bret Hart et moi, on arrive à dépasser nos sentiments personnels à propos de toute cette histoire, il a fallu que chacun, on se mette à la place de l'autre. C'est ça qui a aidé à ce qu'on finisse par tourner la page. Bret Hart m'a vu dire que ça me faisait pas plaisir d'être ce gars que tout le monde déteste. Que quand j'avais 12 ans, je me suis pas dit que je voulais être catcheur et devenir le gars le plus détesté de l'industrie. Quand je rentrais chez moi, à San Antonio, et que j'étais juste Sean qui repensait à tout ça, je me suis regardé dans le miroir et je me disais, en étant dépité, que j'étais le gars le plus détesté de l'industrie du catch et que c'était nul. Ça rendait pas heureux. C'est pas ce dont j'avais rêvé quand j'étais gamin. Ça a pris du temps aux personnes de ne pas rester bloquées sur leurs propres blessures et de penser à la culpabilité que l'autre personne peut avoir d'avoir fait cela. Attention, je ne demande pas à ce qu'on ait de la peine pour moi. C'est juste que tout ça était très loin d'être une partie de plaisir pour moi. C'est un business d'adulte. Tu grandis et la vie continue. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui s'est passé à cause du Montreal Screwjob, j'ai pas signé pour ça en arrivant dans le catch.
Dans la prochaine partie, vous allez apprendre les séquelles horribles du coup que Goldberg a mis à Bret Hart à la WCW, qui a forcé le Canadien à prendre sa retraite. Comment cette blessure, pour laquelle Goldberg a mis 8 mois à s'excuser, a empêché le Hitman de regarder la télévision ou d'écouter de la musique. Mais aussi, qui a été la première personne très étonnante à appeler Bret dans sa chambre d'hôpital après son AVC. Vous découvrirez également les coulisses de la décision sulfureuse de faire gagner John Cena contre la Nexus à SummerSlam en 2010. Comment Wade Barrett a cru que les officiels leur faisaient une blague et l'explication lunaire que Vince McMahon lui a donnée pour justifier ce choix. Et même comment CM Punk se prenait déjà pour un leader du vestiaire en venant d'arriver à l'ECW et l'avis tranché de Rob Van Dam sur le Kid de Chicago. En tout cas, vous avez pu profiter de toutes ces anecdotes plus incroyables les unes que les autres. On pense par exemple au fait que Edge a eu la seule intoxication alimentaire de sa vie le jour où il est allé dans la ville de son plus grand rival. À la scène hilarante de Chris Jericho et Dean Ambrose qui volent une plante dans un bureau. Ou encore, comment Shawn Michaels a vécu cette époque où il était l'homme le plus détesté de l'industrie. Et tout ça me fait vous poser une question. Quelle est l'anecdote qui vous a le plus marqué? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous trouvez ça dommage que CM Punk n'ait pas pu répondre quand The Rock l'avait appelé en étant à Raw en 2014, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Jody Catch.